Donc, voici la liste des institutions que nous avons rencontrées. Donc, elles sont majoritairement, elles sont québécoises, sauf quelques universités et collèges canadiens, donc les trois dernières lignes. Donc, en fait, la première question demandée, c'était quel environnement numérique d'apprentissage vous possédez et quel était votre environnement numérique précédent. On voit tout en bas, on n'a pas pu rencontrer tout le monde, que les autres universités québécoises, donc, on voit qu'elles utilisent toutes Moodle. Et donc, pour la plupart des universités rencontrées, donc elles utilisent assez majoritairement Moodle. Elles ont migré à Moodle à des années différentes. Généralement, elles étaient avec WebCity. Et comme je l'indiquais la semaine dernière, WebCity, à un moment, a augmenté ses coûts. Il a été racheté par son concurrent Blackboard. Le coût des licences a encore augmenté. Et donc, beaucoup d'universités québécoises se sont tournées vers ce logiciel libre Moodle qui lui permettait donc d'installer un logiciel gratuit et en plus d'être dans une communauté où des personnalisations et des partages pouvaient être possibles. Parmi les universités, on voit que HEC, elle, est à partir au départ de sites web et de différents outils, a choisi d'implanter Sakai, qui est un autre logiciel libre qui lui est écrit en Java, alors que Moodle est écrit en PHP. L'Université Laval, elle, a fait le choix d'aller vers un logiciel maison. Elle avait donc une approche plus orientée plan de cours. Elle voulait que ses utilisateurs soient à la fois en présentiel, en fait, campus, et également à distance. Donc, en fait, elle ne trouvait pas ça dans les logiciels qu'elle avait regardés. Donc, le développement maison a démarré à la fin des années 2000. L'Université McGill, elle, avait continué à utiliser WebCity, la version Vista, après justement un petit peu l'élévation des coûts, donc après que tout le monde généralement ait migré à Moodle, et en 2012 est passé à Brightspace, donc le logiciel de Desire to Learn, qui s'appelait Desire to Learn à l'époque et qui maintenant s'appelle Brightspace et qui est donc fait par la compagnie D2L. Les autres, donc, on voit que c'est Moodle qui a été choisi. L'UQTR, c'est un logiciel maison et qu'il complète cette année par Moodle pour certaines fonctionnalités de Moodle, dont le forum. En revanche, donc, les autres universités qu'on a interrogées, donc la Cité collégiale en Ontario comme l'Université d'Ottawa et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick sont passé de Blackboard à Desire to Learn. C'est tout récent. En fait, pour le Collège du Nouveau-Brunswick, le résultat d'appel d'offres est sorti il y a quelques semaines. Donc, à l'heure actuelle, ils sont encore avec Blackboard, mais ils vont migrer sur Brightspace, donc de D2L. La Cité collégiale est depuis 2012 avec Brightspace, il va passer à la version infonuagique. Et l'Université d'Ottawa a fait son appel d'offres l'année dernière et donc la migration a été achevée juste avant l'été à peu près. Donc, lorsqu'on a vu les universités, donc en leur demandant quels étaient leur environnement numérique d'apprentissage, on leur a demandé également si elles comptaient le changer dans les 5 prochaines années. Et donc, a priori, non, pas de changement prévu, pas de projet de changement. Les utilisateurs sont contents du système, aussi bien au niveau des étudiants, des professeurs, des administrateurs. Les constats qui ont pu être donc aussi bien donc, au niveau de Moodle qu'au niveau de Brightspace. Les constats qu'on a pu faire tout de suite, c'est que pour tout le monde, quel que soit le système, le NA aujourd'hui est devenu vraiment un système mature et critique. Donc, c'est aujourd'hui la porte d'entrée pour les étudiants. On n'a plus maintenant de système comme on avait dans le passé, qui parfois c'était des carrés de sable, c'était un professeur très passionné qui mettait à disposition un ENA pour ses collègues. Le système maintenant est vraiment généralisé, il est utilisé alors à différents niveaux par pratiquement tous les cours des différentes universités. On n'a pas vraiment les statistiques toujours, et on ne les a pas demandées de façon formelle non plus, parce que parfois, actuellement, il n'y a pas encore réellement de politique d'archivage qui est mise en place un peu partout. Donc, le côté destruction, archivage de sites est plus laissé à la discrétion des professeurs, ce qui fait que si on fait une comptabilisation des sites, il y a parfois des sites qui ne sont plus actifs, des sites de test, mais par contre, les différents interlocuteurs sont bien sûr que le site est réellement donc très très utilisé et
la remarque est que cette utilisation va généralement porter plus sur des fonctionnalités qui sont plus de la gestion de l'enseignement plutôt que le soutien à l'apprentissage. Donc, ça veut dire que les professeurs vont utiliser l'environnement numérique d'apprentissage pour partager des documents. C'est d'abord le plan de cours et puis après toutes les ressources qui peuvent être utilisées donc, au cours de la session. Ça va être utilisé pour des évaluations, donc avec des quiz, soit au cours de la session, soit parfois en examen final, pour des dépôts de devoirs. Ça va être utilisé donc pour les ressources dont je parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, pour les professeurs qui utilisent la méthode de la classe inversée, le dépôt des vidéos sera dans l'ENA. Donc, ça veut dire que généralement, les fonctions utilisées vont être des fonctions transversales qui sont plus donc liées à la communication, au partage, plutôt que des fonctionnalités avec des objectifs d'apprentissage et donc la mise en œuvre de certaines méthodes pédagogiques ou au niveau disciplinaire, des choses plus spécialisées. Donc c'est ça, il y a peu de personnalisation pédagogique. Cela vient aussi du fait que, comme maintenant le système est critique, donc il est géré partout par les départements informatiques, et de ce fait, les départements informatiques généralement demandent d'avoir une version un peu plus vanille, donc sans trop de personnalisation, pour s'assurer de ne pas avoir de problème dans les mises à jour des versions suivantes. Également, l'informatique s'occupe d'autres projets, ce qui fait que le temps peut manquer aussi pour personnaliser. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît à peu près partout dans les institutions. Et parfois, ce qu'on voit aussi de ce fait, et peut-être qu'il y a certains qui voudront partager, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui étaient justement dans les interviews qui sont présents actuellement, on voit parfois le besoin d'amener l'expertise TI dans l'équipe pédagogique pour être en mesure justement d'être un peu plus autonome de l'équipe informatique et de pouvoir parfois répondre à certains besoins de personnalisation des enseignants. Pas de questions là-dessus et pas de réaction non plus. C'est une question en privé. En fait, est-ce que l'analyse de l'apprentissage est abordée par les établissements pour le choix d'une plateforme et est-ce que certains d'entre eux ont émis un intérêt pour l'intelligence artificielle dans les environnements numériques d'apprentissage? OK, donc ça, on va le voir un peu plus tard, justement, sur les fonctionnalités. Donc, on s'en vient là. Donc justement, à l'heure actuelle, finalement, les universités qu'on a rencontrées jugeaient que le problème de la plateforme en tant que telle là était réglé pour actuellement. La satisfaction était là, quel que soit le système installé. Et donc finalement mettaient leurs énergies plutôt ailleurs. Donc en fait, le ailleurs, c'est souvent pour les équipes pédagogiques justement sur la pédagogie. Il y a beaucoup de formation et puis d'accompagnement sur tout ce qui touche l'apprentissage actif. D'ailleurs, ça va de pair avec un redesign d'espace physique pour être en mesure de faire justement des classes qui vont être plus adaptées à l'apprentissage actif. Il n'y a d'ailleurs pas toujours la technologie dans ces classes. C'est souvent des tables mobiles, des chaises mobiles pour que les étudiants puissent se regrouper en petits groupes. La technologie peut être là pour qu'ils puissent faire leur propre recherche et parfois par la suite pour des besoins de projection pour présenter leurs résultats à la classe. La pédagogie est là aussi donc pour la classe inversée, donc c'est quelque chose qui est qui est de plus en plus utilisé. Ça vient aussi avec l'apprentissage actif là, donc on demande aux étudiants de lire, d'écouter des vidéos, de plus regarder le côté connaissance à la maison pour être plus dans l'apprentissage collaboratif et actif en classe. On parle aussi d'apprentissage expérientiel. Donc là, justement, à Ottawa et à la Cité collégiale, ils sont en train de construire un bâtiment qui va être, donc dans leurs deux campus respectifs, un bâtiment qui va être plus dédié à tout ce qui est justement apprentissage actif expérientiel, là où donc les étudiants sont plus à vivre des expériences plutôt que d'écouter des cours plus magistraux. Les énergies sont aussi au niveau de développement de cours hybrides, là, soit parfois par manque de locaux, soit parce que c'est plus pour satisfaire les besoins qui deviennent de plus en plus actuels. Les institutions demandent même un certain quota parfois de cours hybrides. Donc le cours hybride, c'est celui qui est entre 20 à 80% de cours à distance et le reste en présentiel.
Au niveau des équipes informatiques, qui justement par rapport à l'ENA demandent plus une version donc plus globale, on va dire, plus générale, moins personnalisée, leurs énergies vont être souvent donc justement sur la modernisation de leur architecture. Là, en fait, on entend beaucoup parler justement d'intelligence artificielle ou de données massives ou de MOOC ou autres, et de mobilité, on va le revoir. Donc, les architectures doivent s'adapter pour être en mesure d'être plus flexibles, d'être plus évolutives, de supporter la mobilité. Donc, on parle aussi des réseaux. Donc, beaucoup d'efforts des équipes informatiques vont être tournés sur le côté infrastructure, architecture, et également plusieurs institutions font la refonte de leur système d'information étudiant. Donc là, on a vraiment une tendance qui est, on se centre plus sur l'étudiant au niveau campus, là, au niveau donc des lieux physiques, au niveau de ces systèmes et au niveau pédagogie. Les constats qui nous ont été donnés par nos différents interlocuteurs, c'était vraiment finalement en même temps connaître les besoins des professeurs. Les équipes sont maintenant, par rapport aux années antérieures, bien structurées. Donc, il y a vraiment des programmes de formation en place ou autres pour justement aussi la professionnalisation des professeurs. Mais parfois, les équipes pédagogiques, les équipes technologiques sont un peu coupées des besoins, sachant que les professeurs sont aussi souvent très occupés à la fois par leurs tâches d'enseignement ou de recherche. Donc, il y a cette problématique qui est qu'on ne connaît pas toujours réellement quels sont les besoins. Il y a le défi de la professionnalisation, justement. On voit que la technologie envahit un peu tout, là. Ça peut être positif, vu positivement, vu négativement, ça dépend, mais c'est partout dans nos vies, dans la société. Et donc, justement, les cours changent, les étudiants, les cours doivent s'adapter à une certaine réalité où les étudiants justement deviennent plus avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a sur Internet, donc plus à même d'aller apprendre en dehors des classes. Donc, la professionnalisation des professeurs, à la fois pour intégrer la technologie dans la pédagogie, pour le côté pédagogique aussi, là, pour des fois sortir un peu des cours très magistraux, et toujours un point à l'ordre du jour. Et il y a aussi le contenu et le format de la formation. Pas mal de programmes, là, actuellement, sont en cours un peu de révision, soit parce que parfois, à nouveau, avec des technologies qui arrivent, comme on le voit souvent dans les présentations, les métiers changent. Là. Il y a des métiers qui disparaîtront, il y a des métiers qui vont naître. Donc, ça veut dire que, notamment, il y a un besoin de modernisation aussi, d'une certaine façon, des programmes, des curriculums. Et au niveau donc on voit aussi par exemple en sciences, il y a eu pas mal d'efforts mis sur les programmes de sciences parce qu'il y avait là aussi potentiellement un petit peu de décrochage ou pas assez d'étudiants qui y venaient. Donc un des focus est mis sur justement les contenus de formation et les formats. Avec l'arrivée des MOOC, là aussi dans la presse, on entend souvent que est-ce que les universités sont là pour rester? Il y a des programmes de formation courtes qui parfois attirent les étudiants, parfois les entreprises peuvent embaucher par rapport à des compétences plutôt que par rapport à des diplômes. Donc, il y a aussi cette réflexion en l'air là au niveau des formats et de comment on cohabite avec les autres modèles d'enseignement qui sont actuellement, qui sortent un peu partout. Donc, quand on a parlé justement de technologie et tendances émergentes, donc là j'en arrive bientôt à l'analyse de l'apprentissage qui correspond à la question. Donc, la mobilité, donc tout le monde est bien d'accord que la mobilité, c'est quelque chose là, dont on ne peut plus, qu'il faut vraiment prendre en compte. On s'aperçoit cependant que suivant les institutions qui sont avec Brightspace, on voyait tout à l'heure que c'était McGill et puis les institutions de l'Ontario qu'on avait interviewées, vont être plus déjà à envisager que les étudiants ont des tablettes, des téléphones ou autres, et donc vont plus regarder ce type d'usage par rapport à leur population étudiante que les universités qui sont plus avec Moodle ou Sakai ou autres, qui vont, eux, plus rester sur le BIOD classique, là, le Bring Your Own Device, qui va être plus sur des ordinateurs. On nous a dit d'ailleurs même parfois qu'il n'y avait pas nécessairement vraiment besoin de notification parce que les étudiants allaient sur leur ordinateur tous les jours dans l'ENA, que c'était effectivement via ce matériel que leur accès à l'ENA se faisait principalement.
Et donc, il y a même certaines universités qui n'ont pas, par rapport à Moodle, activé l'option de mobilité. En revanche, pour l'Université d'Ottawa, pour la Cité, pour McGill, c'est quelque chose à l'intérêt plus présent là, par rapport vraiment à une mobilité avec des appareils plus petits, on va dire. Et a priori, Brightspace aurait certaines fonctionnalités qui supportent mieux en fait ce genre de choses, parce que quand on parle de mobilité, c'est sûr que donc les différents environnements numériques d'apprentissage vont adapter la taille des informations présentées à l'écran sur lequel il s'affiche, mais il y a aussi le fait que parfois il faut, si on a un grand texte par exemple, c'est pas parce qu'il est mis en plus petit que ça va être très lisible. Donc parfois il y a aussi un design qui doit être pris en compte en fonction de l'appareil. Donc en anglais, on dit souvent mobile design first ou mobile first design. Donc, c'est penser finalement que les utilisateurs vont accéder à l'ENA via des petits appareils, fait parfois qu'on va concevoir son scénario d'apprentissage même de façon peut-être un petit peu différente. On a demandé ce qui se passait avec les badges numériques. Donc là, finalement, c'était peu utilisé. Si jamais ça devait être utilisé, c'était plus pensé comme encouragement des étudiants là, pour se soutenir la motivation. Parfois, c'est utilisé avec les MOOC. Et donc, si on voit au niveau des MOOC, les universités en font quelques-uns, mais pas énormément. Donc, chacune en a 2, 3. C'est plus actuellement pour soutenir une stratégie marketing que pour soutenir réellement un nouveau modèle d'enseignement. Donc, c'est plus comme un peu un appel là, pour démontrer le savoir-faire de l'université et faire que les étudiants viennent s'inscrire dans des programmes plus réguliers. Il y a quand même une initiative EduLib là, qui a été lancée par HEC au départ et qui en mai 2015 et c'est consolidé sur les 3 universités, là, l'Université de Montréal, avec les 2 écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique. Et il y a 2 membres associés qui sont Sherbrooke et l'UQAC. Et là, il y a une vingtaine de cours en ligne qui se donnent à différentes sessions. De façon générale, donc l'infonuagique, c'est pas quelque chose qui était tellement utilisé justement par rapport aux universités qu'on a rencontrées, parce que justement la plupart étaient avec Moodle et c'est ce qu'ils apprécient de Moodle justement, c'est pour pouvoir l'installer sur site, pour pouvoir potentiellement être en mesure de le personnaliser, pour pouvoir, comme ce qui a été fait par exemple récemment avec l'Université de Montréal, développer des modules et potentiellement les retransmettre à la communauté. Donc l'Université de Montréal a développé un module d'évaluation par compétences. Donc, ça veut dire que de façon générale, c'est plutôt les institutions elles-mêmes qui, dans leur modernisation, qui peuvent devenir elles-mêmes des plateformes infonuagiques. Donc, par exemple, l'Université Laval nous disait qu'elle serait en mesure, elle, de proposer des services infonuagiques à la communauté si besoin. L'interopérabilité, donc oui mais non, dans le sens que tout le monde trouve ça vraiment, vraiment intéressant. De pouvoir faire que l'ENA peut interagir avec d'autres applications, que les utilisateurs n'ont pas à ce moment-là besoin de se reloguer et qu'il puisse y avoir des échanges de données. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, l'utilisation réelle est plus une utilisation avec les grandes fonctions transversales, un peu plus monolithiques, on va dire. Donc, il n'y a pas vraiment, on ne tire pas nécessairement parti de cela. A priori, un petit peu plus justement au niveau de la cité collégiale, on va voir qu'elle a développé en analyse de l'apprentissage un outil et que grâce à la norme IMS-LTI, elle a pu justement la faire interagir avec l'ENA. Les ressources éducatives libres, donc les REL, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dans la culture. Là, le fait de créer des ressources et de les partager avec ses collègues ou d'aller utiliser des ressources qui sont déjà créées, de les adapter ou autres. Avec un peu les MOOC, on entend qu'à l'interne, il pourrait y avoir le fait qu'on peut créer des répertoires avec des ressources qui sont dans les MOOC, mais c'est plutôt après pour un usage interne. Donc là, un usage plus libre de ressources éducatives. Actuellement, pour différentes raisons, des fois le professeur aime mieux refaire sa propre ressource. Parfois, c'est compliqué parce que si on l'a fait, il faut suivre un peu des normes pour qu'elle soit réellement réutilisable. Il peut y avoir aussi la problématique de droit d'auteur. Donc, la culture, là, n'est pas réellement donc, aux ressources éducatives libres. Et donc, l'analyse de l'apprentissage, donc pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est à venir, mais c'est encore très timide, on va dire, ou c'est plus en réflexion.
Donc, ceux qui étaient plus avancés, c'était McGill et c'était l'Université Laval. D'autres n'en étaient pas encore rendus là, donc tout le monde trouve que c'est quelque chose d'intéressant, mais pas encore très près. Donc, en quelques mots, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins, dire qu'est-ce que c'est l'analyse de l'apprentissage ou comment on la voit. Donc, c'est Georges Siemens, là, donc un professeur et puis un fondateur un peu tout ce qui tourne autour du constructivisme, socio-constructivisme, Georges Siemens, donc qui a énoncé cette phrase qui a été reprise maintenant par les comités de normalisation ISO. Donc l'analyse de l'apprentissage concerne la mesure, la collecte, l'analyse et la présentation de rapports basés sur des données des apprenants en contexte d'apprentissage dans le but de comprendre et d'optimiser l'apprentissage et les environnements dans lesquels ils ont lieu. Donc finalement, quand on est avec une université, avec un ENA, qu'est-ce que ça collecterait, entre autres, ou sur quelles données on bâtirait son analyse d'apprentissage? Ça serait justement, donc dans l'ENA, la collecte des traces, des interactions des étudiants avec l'ENA. Donc j'en ai donné quelques exemples. Ça peut être des nombres de visionnements de vidéos, des heures et durées de connexion à l'ENA, des réponses à des quiz, des durées de rédaction de différentes choses. Il peut y avoir aussi d'autres données qui sont exploitées. Là, il y a beaucoup maintenant avec l'Internet of Things, là, et puis donc les objets connectés, des capteurs qui peuvent en fait relever différents signes, qui peuvent être les battements du cœur ou différentes choses. D'autres données peuvent être aussi des données antécédentes, là, donc pour les différents étudiants sur leur parcours antécédent à leur arrivée à l'université. Donc, si on veut l'utiliser, on va avoir finalement différents types d'analytiques. On va avoir des analytiques qui sont plus au niveau académique et des analytiques qui vont être plus au niveau de l'apprentissage. Donc, au niveau de l'apprentissage, ça va être plus donc l'enseignant et les apprenants qui vont pouvoir bénéficier justement de cette interprétation, de cette collecte et de cette interprétation de données. Donc, une activité d'un cours, un cours d'un programme. Et donc là, ça va permettre donc aussi bien à l'étudiant, à l'enseignant d'être en mesure de un peu plus suivre son parcours d'apprentissage. Pour l'étudiant, ça peut lui permettre donc de suivre sa progression personnelle. S'il est positionné dans son groupe, ça peut lui permettre aussi donc de suivre, de se comparer également à son groupe. Il peut avoir des rétroactions plus personnalisées de son enseignant par rapport à par rapport à des données que l'enseignant va avoir au niveau, par exemple, de l'interaction avec l'ENA. Et donc, ce qui commence à être démontré par des études, c'est que ça peut avoir réellement un impact sur la prise en charge de son propre apprentissage, là, et donc un impact positif sur sa motivation. L'enseignant, lui, sera en mesure de mieux suivre ses étudiants et de pouvoir parfois donc avoir des rétroactions plus précoces si jamais justement il voit par exemple qu'un étudiant ne va jamais dans l'environnement numérique d'apprentissage, ne répond à aucune question, enfin ne fait pas n'est pas suffisamment impliqué pour être en mesure de réussir. Et ça va pouvoir aussi donner à l'enseignant parfois des indications pour améliorer son design de cours ou ses ressources. Par exemple, si un enseignant un professeur a placé une vidéo dans l'environnement numérique d'apprentissage et qu'il s'aperçoit que la vidéo dure 2 minutes et qu'au bout d'1 minute, tous les étudiants arrêtent de la visualiser, ça peut lui indiquer que cette vidéo, il pourrait en choisir une autre ou qu'elle n'est peut-être pas tout à fait, elle n'atteint pas les objectifs prévus. Et si on regarde au niveau de l'institution, donc là, c'est plus des objectifs de gestion, décideurs administrateurs, les outils de BI vont pouvoir justement permettre de manipuler ces données. Là, c'est plus pour être en mesure d'identifier des étudiants qui sont plus à risque et de pouvoir à ce moment-là construire des plans de réussite ou faire des interventions plus ciblées dans certaines matières sur certains cours. Quand on veut mettre de l'analyse... Quand on veut parler justement d'intelligence artificielle, si on en parle beaucoup justement aujourd'hui ou un peu plus de l'analyse de l'apprentissage, parce que finalement cette analyse peut être faite sans intelligence artificielle, à partir du moment où on a des données. Les données peuvent être aussi des données d'observation. C'est juste qu'on passe un certain temps, on essaye de se trouver après des indicateurs et puis des tableaux de bord qui permettent de se donner des données justement qui vont permettre de mieux indiquer quelles sont les actions et interventions on peut faire. Maintenant, on en parle beaucoup de cette analyse d'apprentissage parce qu'à la fois, on a les MOOC, le big data et l'intelligence artificielle. Et donc là, on voit qu'on a un contexte qui permet vraiment d'en tirer parti.
Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va être quand on veut rajouter justement ces algorithmes d'intelligence artificielle? Ça va être qu'on a tout un ensemble de données qui peuvent être donc, comme on le disait tout à l'heure, des données au niveau de l'activité de l'ENA, des observations que peut faire le professeur, mais donc également des données démographiques de l'étudiant, des données de son historique. Et ces données, avec donc certains algorithmes, vont permettre de, à partir du moment où elles sont suffisamment nombreuses, d'où le fait que les MOOC vont sûrement faire qu'on va plus potentiellement en parler de cette analyse d'apprentissage, ça va permettre de dégager des profils d'apprenants, des apprenants qui vont plus justement apprendre en regardant des vidéos versus d'autres qui vont plus apprendre en regardant des textes. Ça va permettre de définir un peu des modèles où on va voir qu'il peut y avoir des risques de décrochage ou autres. Et à ce moment-là, une fois qu'on a les données, qu'on a justement fait différents algorithmes pour les interpréter, on va à ce moment-là les présenter. Et donc là, c'est des tableaux de bord qui peuvent servir soit à l'étudiant, pour justement qu'il ait son propre suivi, soit à l'enseignant, soit à l'institution. Et c'est là où on voit qu'à ce moment-là, il faut trouver les bons indicateurs, ce qui n'est pas toujours facile, et on peut générer action ou intervention. Donc l'étudiant lui-même peut reprendre en main son propre apprentissage, ou l'institution peut aller proposer des cours d'appoint sur telle ou telle problématique parce qu'il y a justement des problèmes dans telle ou telle matière ou pour tel ou tel type d'étudiant. Donc, quand on parle justement d'analyse de l'apprentissage intelligence artificielle, c'est un peu un schéma récapitulatif de comment ça marche, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de défis là-dedans, aussi bien la complexité des algorithmes, là, vraiment savoir comment on apprend, beaucoup de chercheurs se penchent là-dessus. L'ingénierie pédagogique aussi, parce que pour être en mesure de tirer parti, je sais pas, d'un nombre de clics ou de différentes interactions avec le NA, il faut potentiellement que le design du cours soit bien fait pour en tirer les meilleures déductions. Et on verra un peu aussi par la suite, la protection des données personnelles devient aussi un défi. Donc, ça veut dire que ça commence à se mettre en place, l'analyse d'apprentissage, mais qu'il y a quand même encore pas mal de défis qui sont là. En revanche, on a donc dans les personnes qu'on a interrogées, donc la cité collégiale, vu un exemple de succès et là une utilisation sans intelligence artificielle qui est plus donc à la fois il l'utilise aux deux niveaux, au niveau enseignement, donc on voyait plus l'analyse de l'apprentissage pour avoir un meilleur suivi et d'étudiants et de son enseignant ou au niveau plus institutionnel. Donc, en fait, la Cité a développé, en collaboration, on pourrait dire, ou en étant facilité par justement des tools, et un tableau de bord qui s'appelle Savoir, qui est donc incorporé dans Brightspace et qui fonctionne avec des feux qui sont alimentés par les commentaires des professeurs, qui vont à ce moment-là se placer dans le carnet de notes des étudiants, qui est donc un outil de Brightspace. Et donc, ce qu'ils ont pu valider, en fait, c'est que la rétroaction qualitative, donc là c'était plus à la fois qualitatif, mais le professeur avait un peu des tableaux de bord, j'imagine des données plus synthétiques sur quel était aussi, en plus de la classe en présentiel, mais quel était le comportement des étudiants ou ses interactions avec l'environnement numérique d'apprentissage. Et bien on voyait que justement là, cette rétroaction qualitative donnée aux étudiants dans leur carnet de notes pouvaient avoir justement être des bons prédicteurs de succès ou d'échec. Donc, cette rétroaction se fait à la semaine 3 et à la semaine 6 et donc permet finalement de mieux identifier assez rapidement quels sont les étudiants qui sont plus à risque et de leur proposer finalement des choses à faire pour atteindre le succès à la fin de la session. Au niveau de la cité collégiale, ils ont aussi, donc, au niveau gestion institutionnelle, une analyse prédictive avec Tableau, qui est donc un logiciel de BI, et donc ils font, avec les données également antérieures, donc des étudiants qui arrivent chez eux, un portrait institutionnel qui permet là aussi d'avoir un petit peu certains profils et de mieux pouvoir avoir des actions dans un plan de réussite pour soutenir l'engagement et la persévérance des étudiants. Est-ce qu'il y a un peu des questions par rapport à cette partie-là? Parce qu'après, je pense qu'on va passer aux experts. Il y a des commentaires en fait, de gens qui se répondent les uns avec les autres. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir un petit peu?
vais voir un petit peu les commentaires. Richard Labrie en fait, a précisé que les programmes de génie doivent faire une partie de l'analyse de l'apprentissage. Il y a 12 qualités afin de répondre aux normes d'agrément. Sinon, il y a eu des discussions sur en fait, le petit plugin en fait, qui va être intégré dans Moodle, dans la version 3.4 de Moodle qui s'appelle Inspire. Inspire, oui. Parfait. Donc, effectivement, ce que ça veut dire, c'est que ça s'en vient actuellement. Et effectivement, ça, on l'avait peut-être un petit peu vu dans le webinaire précédent. Brightspace, justement, est assez reconnu, on va dire, par rapport à les modules qu'il consacre à l'analyse de l'apprentissage. Moodle était un peu plus faible et potentiellement, ça serait tout à fait corrigé avec Inspire dans la version 3.4. Là, actuellement, Moodle fait des appels, justement, même aux différents utilisateurs du logiciel pour faire des projets pilotes ou pour revenir avec des commentaires ou autres. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui s'en vient. Mais justement, quand on voit ceux qui étaient déjà un peu plus partis pour le mettre en œuvre, c'est quelque chose en fait qui se réfléchit bien, comme on l'a vu après, pour vraiment trouver les bons indicateurs, pour savoir sur quelles données on se pose. Et puis après, il y a tout le respect de la vie privée qui vient un petit peu là aussi, qui est qu'à partir du moment où on commence à collecter des données, il faut finalement que les étudiants en soient également, à partir du moment où c'est à un niveau plus institutionnel, que les étudiants en soient bien informés pour qu'ils puissent eux-mêmes finalement demander à accéder aux données collectées sur eux et potentiellement à les modifier ou autre. Donc, ce que disait l'Université McGill, c'est que donc ils réfléchissaient à monter un projet. Là, c'était un projet qui arrivait sur la table, mais ils allaient le faire de façon très large, avec des tables où il y aurait les différents parties de l'institution, donc aussi bien au niveau institutionnel là, et aussi bien au niveau département et aussi bien au niveau étudiant, parce que donc ça peut être, il y a aussi bien ceux qui s'occupent des plans de réussite que ceux qui s'occupent de l'enseignement réel sur le terrain, que des associations étudiantes qui peuvent avoir aussi leur mot à dire. Donc, c'est des choses effectivement qui s'en viennent, mais qui demandent, quand on veut vraiment le mettre à un niveau institutionnel, une certaine réflexion pour s'assurer qu'on a bien fait le tour de la mise en œuvre d'une telle démarche. Si tu permets, Pascal, à titre personnel, moi j'ai une crainte, c'est ce que j'appelle le retour du mythe de l'étudiant normal. Et je fais référence à la normalité statistique. Oui. Je crains en fait que l'analyse de données aille à l'encontre en fait de la diversité des parcours, de la diversité des façons d'apprendre, de la diversité des personnalités, etc., qu'on va montrer en fait le droit chemin. OK. En fait, là, il y a plusieurs niveaux. Là, ce qu'on est en train de dire, ça va être juste par la suite, mais on n'y est pas du tout là. Mais par la suite, ce que disent les gens en intelligence artificielle, c'est qu'ils vont être en mesure, au contraire, que l'analyse d'apprentissage va être en mesure de supporter la personnalisation et de supporter finalement tous les types d'apprenants en leur servant à ce moment-là des parcours spécialisés et personnalisés à leurs capacités, à leurs préférences, etc. Donc il y a ce discours-là qui accompagne tout ce qui est l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que parfois c'est juste, on peut s'en servir donc sans intelligence artificielle, et c'est parfois simplement une exploitation de données, aussi bien au niveau donc du professeur que de l'étudiant, avoir un espèce de tableau de bord pour savoir comment il se situe dans son apprentissage, comment se situent les autres, ça donne des fois simplement, parce qu'on le sait plus ou moins, mais quand tout d'un coup, par exemple un étudiant qui voit, je sais pas, parce que justement les indicateurs sont durs à trouver, donc si on parle juste d'un nombre de clics dans un forum, ça veut rien dire, mais regardons juste cet indicateur comme ça, l'étudiant qui verrait qu'il a fait 20 clics dans le forum, alors qu'il y en a un autre qui en a fait 500, mettons qu'il en a fait 100, l'autre 500, quand il en a fait 100, il peut se dire j'en fais beaucoup, puis après si on lui donne quelque chose qui est anonymisé, là, en fait, qui voit, lui, sa position par rapport aux autres, ça a pu lui montrer qu'il y a d'autres étudiants qui s'impliquent plus. Donc, parfois, il peut juste y avoir aussi le fait que ces tableaux de bord, si les indicateurs sont bons, c'est plus qu'on aide, on soutient le fait de mieux savoir où est-ce qu'on en est dans son apprentissage, ou de mieux savoir où est-ce que les autres en sont, et ça permet soi-même, si on regarde l'étudiant, de se donner quelques objectifs. Si on regarde l'enseignant, le fait d'avoir un tableau de bord, même si lui sait qu'il y a des étudiants qui ont plus de difficultés dans telle chose ou autre, le fait de l'avoir sur un tableau de bord peut lui donner des idées. Donc
il faut voir aussi que cette analyse de données, c'est des choses qui se passent de toute façon dans les entreprises aussi depuis longtemps, au niveau de n'importe quoi, là, au niveau du marketing, de gestion du stock, au niveau des ressources humaines, au niveau qui permet simplement aussi de se dire on a des données qui pourraient être bon d'exploiter pour justement être en mesure, pas nécessairement même de les interpréter grâce à l'intelligence artificielle, mais de les présenter de telle façon aux différentes parties prenantes pour qu'ils fassent eux-mêmes leur propre interprétation. Et ça peut les aider, dans une pratique réflexive, d'avoir plus d'informations sur comment ils se situent. Donc, voilà, donc potentiellement, quelque chose où on laisse les gens faire leur interprétation par rapport à des tableaux de bord bien réfléchis. Et effectivement après, mais là on n'en est pas là, une promesse de l'intelligence artificielle qui dit qu'elle sera en mesure, grâce à ces algorithmes de plus en plus complexes, grâce à ces données qu'elle va amasser de plus en plus, de vraiment en arriver à l'apprenant en tant que tel et de savoir personnaliser son parcours complètement. Donc là, on appelle ça adaptative learning, là. Mais bon, on n'en est pas encore là, justement. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je ne pensais même pas en fait à l'intelligence artificielle, mais à la seule analyse humaine de données collectées. Et en fait, à l'utilisation purement statistique tiens, voilà le parcours habituel, le plus fréquemment rencontré. Et oui, justement, on fait en marketing, on fait en fait dans le domaine privé. Et ça réduit souvent en fait la diversité des options pour les consommateurs et les clients. Or, l'éducation est un champ particulier. Puis, il y a une autre préoccupation, c'est que oui, Dieu sait si je suis techno, mais c'est bien beau en fait les données provenant en fait des traces, mais il ne faut pas oublier en fait qu'il faut comprendre en fait le contexte. C'est pas parce que je regarde 3 fois une vidéo que soudainement je devrais recevoir une alerte parce que j'ai regardé pour la première fois en fait dans un cours une vidéo 3 fois. C'est peut-être tout simplement parce que la première fois il y a quelqu'un qui m'a appelé et j'ai interrompu en fait ma visualisation. La deuxième fois il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. J'ai aussi interrompu la visualisation de la vidéo. Et la troisième fois, c'est en fait la seule et vraie fois où j'ai consulté en entier la vidéo. Et non, je ne suis pas en fait en situation d'échec potentiel, mais les traces ne seront pas capables de le dire. Donc, il faut penser en fait à voir en fait une fameuse vision holistique, beaucoup plus large en fait, et essayer d'avoir autre chose que les seules traces qui nous donnent en fait un aperçu très très petit en fait de l'activité humaine. À mon avis. Je suis entièrement d'accord avec toi, effectivement. Donc, c'est sûr qu'après, il faut voir ces affaires un peu comme des outils d'aide à la tâche, en fait. C'est des partenaires, c'est des compléments. À la limite, c'est comme quand on fait aussi, je sais pas moi, les logiciels qui permettent de trouver les bons trajets, les bons itinéraires ou autres, là. Il faut aussi les prendre, il ne va pas savoir qu'il y a des embouteillages ou autre. Donc, ça peut servir. Donc là, ce qu'on voit d'ailleurs, par exemple, à la cité collégiale, c'est finalement l'observation qualitative qui est prise. Et c'est simplement en redonnant aux étudiants des observations qualitatives qu'on les amène potentiellement à aller plus loin. Donc, tu as tout à fait raison. En fait, là, c'est pour ça que les indicateurs sont importants ou autres. Les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi quand on le souhaite, là. Donc, l'intention pédagogique ou la façon dont on veut... quelles données on veut vraiment exploiter, la façon dont on construit le tableau de bord et tout ça est à voir. Et si on le fait de façon sans réfléchir, oui, ça peut même amener effectivement des choses négatives plutôt que positives. Là. Donc, il faut toujours réfléchir effectivement. Et c'est pas parce que l'informatique, c'est pour ça que quand il y a tant de choses dans les journaux qui disent on va être un jour remplacé ou autre, on a le temps, je pense, à ce que les machines deviennent aussi intelligentes. Il y a toujours la capacité de réflexion et d'interprétation qui doit être là. Et actuellement, potentiellement, des suivis, ça peut juste finalement aider un enseignant, comme tu disais, l'affaire des 3 vidéos, mais par exemple un étudiant qui n'est jamais allé dans l'ENA, par exemple, pendant ces 3 premières semaines, peut-être que ça peut aussi lever un petit drapeau pour l'enseignant pour dire, lui, il faudrait peut-être lui dire qu'il faut, qu'il faut peut-être qu'il aille un petit peu plus s'il veut se donner plus de chance. Mais effectivement, ça doit passer par le filtre d'interprétation de l'enseignant par rapport à cet exemple avant d'aller plus loin. Alors, sinon, on va passer à la partie de ce que disent les experts. Donc, on a vu là ce que disaient les universités. Donc, les experts disent qu'un ENA idéal, il doit être simple et facile à apprendre. Donc, a priori, un
Un professeur ne devrait pas avoir plus de 15 minutes à mettre sur un outil pour être en mesure de bien le comprendre et de l'apprendre, que le système doit être interopérable, qu'il doit être personnalisable. Donc, ce personnalisable, ça peut être déjà simplement, le professeur peut plus facilement personnaliser l'ENA suivant ce qu'il veut y faire. L'étudiant également, on peut penser après à l'intelligence artificielle, mais pas nécessairement. Est-ce que c'est moi qui souffle? Au niveau du soutien, l'ENA idéal doit être un système qui soutient de façon conviviale l'interaction entre les étudiants, la rétroaction du professeur. On sait que plus les rétroactions sont rapides, plus l'impact est positif là, au niveau des étudiants et donc doit soutenir la mobilité. Il y a à la fois le fait qu'il puisse être personnalisé, mais qu'en même temps, ça peut quand même être bon d'avoir une certaine standardisation. Donc, par exemple, pour la présentation des cours, ce n'est pas toujours simple pour les étudiants si les professeurs décident de présenter les choses de façon très, très différente. Donc, c'est quelque chose qui a été émis. De contextualiser un petit peu à la Facebook, c'est-à-dire souvent d'avoir, par exemple, des commentaires qui sont attachés directement aux ressources versus d'avoir allé, par exemple, dans un forum pour défiler différentes choses, de mettre en avant tout ce qui peut être annotation collaborative. Là, donc, ça peut être aussi bien de choses de différents formats, là, aussi bien du texte que des photos, que des vidéos ou autres. D'être en mesure justement d'avoir un espace personnel avec rétroaction de l'enseignant, donc que l'étudiant puisse trouver dans l'ENA un espace personnel où lui, il puisse plus réfléchir, et donc avoir plus d'exercices de pratique réflexive, mais que l'enseignant puisse aussi, s'il le souhaite, y interagir. Et donc, c'est un peu la nouvelle génération des portfolios qui s'en vient, parce qu'aujourd'hui, souvent, les portfolios sont un petit peu déconnectés, donc l'enseignant ou le professeur n'y a pas accès, alors que dans cette relation enseignant-étudiant, il pourrait y avoir des choses positives. Justement, l'ENA idéal pourrait profiter de l'analyse de l'apprentissage pour la personnalisation, mais Christophe, là, j'étais entièrement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Lorsqu'on rentre dans cette voie-là, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire et donc pas généraliser trop abusivement. Et donc, ça pourrait être un peu un outil comme à la manière d'un outil de gestion de projet ou d'un système expert. Là. Donc, un outil qui soit en mesure de faire manipuler aux professeurs des ressources, des activités et de les assembler suivant les compétences à atteindre, suivant les ressources qui peuvent être utilisées, suivant les évaluations. Donc, en fait, ça soit comme un outil d'aide à la tâche finalement pour être en mesure de tel objectif, avoir tel type de méthode pédagogique, telle discipline. Donc, c'est ça qui servirait finalement comme un complément à l'enseignant pour mieux amener finalement faire son design de cours, on va dire. Justement, peut-être que d'ailleurs il y a un expert qui est parmi nous là qui veut peut-être commenter son schéma là. Pierre Julien donc a fait ce schéma là qui contient justement d'une certaine façon l'analytique de l'apprentissage au centre, sachant que quand on parle d'analytique de l'apprentissage, c'est vrai qu'il y a ce côté collecte de données, mais il n'y a pas toujours complètement de l'intelligence artificielle, donc ça peut être aussi, on va bien présenter les données pour les faire parler et chacun va les exploiter de la façon dont il veut. Donc, profit de l'apprenant, ingénierie pédagogique, parce que de toute façon, pour mieux apprendre, c'est sûr qu'un cours bien designé va être une condition positive. Puis donc voilà, donc il nous décrit finalement un peu toutes les occasions d'apprentissage, des tests ou autres. Donc, c'est vraiment un écosystème. Je vois que le temps file, là, donc je vais passer à la diapo suivante. Certains experts nous disaient, là c'était plus le côté technologique, que pour un ENA idéal, il faut passer, donc c'est un peu ce qui se passe actuellement, là, la modernisation de l'infrastructure, donc potentiellement au niveau des apps, des progressives web apps, c'est une avenue qui pourra potentiellement remplacer les apps qui sont sur nos appareils aujourd'hui parce qu'elles en ont les mêmes bénéfices, mais elles sont aussi reliées à une application web et donc qui assure à ce moment-là une meilleure sécurité ou des mises à jour plus faciles. Les plateformes info-nuagiques natives, puisqu'elles vont permettre de faire des montées en charge, évolutivité, flexibilité, etc. Que justement, les systèmes doivent se préparer
à exploiter de façon responsable et intelligente les données massives. Et donc, potentiellement, c'est d'autres types de bases de données que ce qu'on a aujourd'hui. Qu'elles doivent être interopérables, c'est donc producteur et consommateur IMS LTI, ça c'est la norme d'interopérabilité, et qu'a priori le langage de demain c'est plutôt Python et puis HTML5. Donc actuellement, a priori, c'est finalement les systèmes qui sont développés depuis 2010 qui vont pouvoir avoir de façon native ces différentes technologies. Et donc, les tendances émergentes, c'est un peu ce dont on a discuté tout à l'heure. Si on parle beaucoup, justement, aujourd'hui, un peu de l'analyse de l'apprentissage, c'est parce qu'on va y mettre les données massives, les MOOC, l'intelligence artificielle, qui va, à ce moment-là, sur beaucoup de données, permettre justement de faire certains profils, de pouvoir finalement évaluer des méthodes, des ressources. Et donc, c'est une pédagogie plus pilotée par les données, là, comme le disait Claude Coulombe là, dans sa présentation à l'ACFAS. Mais comme on le voit, on peut faire de l'analyse d'apprentissage sans avoir toute cette batterie derrière. Et donc à ce moment-là, quand les algorithmes, ce qu'on nous annonce, quand les algorithmes seront de plus en plus intelligents eux-mêmes, justement, il y aurait cet apprentissage adaptatif qui serait plutôt la personnalisation, qui ferait que, en temps réel, on pourrait adapter ce que les activités, les ressources que reçoit l'apprenant par rapport à ses préférences, ses connaissances, ses capacités. Alors, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que ce n'est pas simple, effectivement, au niveau parce que ça, il faut vraiment comprendre comment on apprend, et c'est quelque chose où beaucoup de chercheurs se penchent là-dessus. Et puis, ça peut être aussi très coûteux parce que ça veut dire qu'il faut avoir un peu vu quels sont tous les différents parcours et avoir fait des ressources qui correspondent à ces parcours. Donc, ça a un coût non négligeable. Voilà, et donc ce qu'il voyait comme défi, de façon générale, c'était que parfois, donc justement, le NA tel qu'il est actuel, là, donc des fois un petit peu monolithique, ça peut être une contrainte à l'innovation pédagogique, ou comme est le système, le fait que l'informatique, par exemple, va plus après installer des versions plus vanille, le fait que donc il y a moins de personnalisation, c'est plus en gestion de l'enseignement qui est de toute façon très importante, mais donc moins axé sur le soutien de l'apprentissage. Donc, est-ce que c'était une contrainte à cette innovation pédagogique? Parfois, les professeurs n'étaient pas suffisamment impliqués justement au niveau des choix et potentiellement après soutenus par des équipes pédagogiques qui pouvaient être peu nombreuses ou pas suffisamment nombreuses dans les différents établissements, et que ça pouvait entraîner une sous-utilisation de l'ENA, justement. Après, les questions qui se posaient, c'est est-ce que tout le monde était prêt pour un enseignement et apprentissage 2.0? On parle souvent des professeurs, mais est-ce que les étudiants le sont aussi là? Les étudiants, ils vont bien aimer un professeur dans sa salle de classe avec un bon cours, qui structure bien l'information, qui répond aux questions, qui donne la bonne rétroaction, le bon feedback. Donc, est-ce qu'on ne met pas un petit peu trop de technologie à l'heure actuelle? Donc, il confirmait qu'il n'y avait effectivement pas de culture de réutilisation dans les universités, que justement les normes et standards étaient des choses très importantes parce que c'est ce qui permettait, entre autres, à soutenir certaines fonctionnalités comme l'interopérabilité ou comme le fait d'être en mesure, donc IMS LTA c'est l'interopérabilité, IMS Caliper ou XPI c'est le format d'encapsulation des données pour être en mesure potentiellement donc de les interpréter et de les mettre dans des tableaux de bord. Et puis c'était le grand défi là, c'est le respect de la vie privée. On entend partout donc justement qu'on peut collecter beaucoup de données ou autres, mais il faut à ce moment-là prendre certaines précautions justement. Et on voit que finalement les lois sur la protection des renseignements personnels diffèrent en fait d'un pays à un autre. C'est pas les mêmes aux États-Unis comme au Canada par exemple. Et tout ce qui va toucher un peu au respect de la vie privée par rapport entre autres à l'analyse de l'apprentissage, c'est justement quelles sont les données qu'on va collecter, combien de temps, qui c'est qui va y accéder, comment on obtient le consentement, comment faire si un étudiant demande des suppressions de données qui le concernent. Donc c'est en fait quand l'institution veut aller justement vers l'analyse d'apprentissage, c'est un petit peu tout ça auquel elle doit réfléchir. Et donc, elle doit après soutenir sa démarche avec des principes qui sont l'organisation doit être responsable des données qu'elle collecte, il faut que les étudiants en soient informés, on doit le faire dans des buts précis, des utilisations précises, et il faut penser potentiellement à des plans B qui fait que les étudiants peuvent demander d'avoir droit d'accès sur les données collectées, pouvoir les corriger, pouvoir carrément les retirer. Donc en conclusion, actuellement on peut dire que
tout le monde est satisfait. Là, les différentes institutions rencontrées sont satisfaites autour de leur ENA actuel pour différentes raisons, donc suivant les institutions. Il est donc utilisé un peu plus dans la gestion de l'enseignement que pour le soutien de l'apprentissage en tant que tel, qu'on sent qu'il y a justement une velléité d'aller un peu plus loin parfois que la version vanille, là, donc sans personnalisation du logiciel, et que justement l'architecture Lego avec le fait de cette interopérabilité de système pourrait être un facilitateur, puis ça pourrait être plus facile justement si par exemple les enseignants eux-mêmes étaient en mesure de pouvoir choisir de nouvelles applications. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas dit justement, donc McGill actuellement travaille dans sa modernisation d'architecture sur le fait de sécuriser en fait l'interopérabilité et faire qu'il y aura certainement plus de facilité à pouvoir intégrer d'autres applications et cela de façon sécuritaire que ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Bon, tout le monde considère que la mobilité, c'est un incontournable, mais on voit que là, il y a un peu du chemin à faire au niveau même du design pédagogique en fait de l'apprentissage des cours. Il y a un intérêt partout pour l'apprentissage actif, les classes inversées et des cours hybrides. Voilà, je répète un peu ce qu'on a vu là, on modernise les architectures. Il y a encore peu d'avancées pour l'analyse de l'apprentissage, c'est là. Ça s'en vient, les logiciels s'y préparent. Il y a aux États-Unis surtout pas mal d'universités qui se sont mis à faire au départ des projets pilotes, mais qui en sont maintenant à quelque chose qui est en production. Mais à ce moment-là, il faut le regarder de façon vraiment générale avec le respect de la vie privée, de la protection des données personnelles en perspective. Et on a un petit peu interrogé les différentes universités sur d'autres types de technologies dont on parlera la semaine prochaine, là, comme la réalité virtuelle ou l'Internet des objets. Pour l'instant, il y a peu de projections en fait sur ce type de technologie où ça va être des initiatives très locales mais pas institutionnelles.